Bonjour chers élèves, merci d'être là à cette première séance de cours de physique. Je m'appelle Ngaraji Nicolas, je suis professeur de sciences physiques. J'ai choisi un chapitre très important pour vous, surtout pour les élèves de la classe de terminale scientifique, à savoir les séries C, D et E. Le chapitre s'intitule Oscillateur mécanique. Je suppose qu'après 5 mois de cours, tout le monde sera déjà sur ce chapitre. Donc j'ai choisi le niveau minimum pour que tout le monde s'y trouve. Alors nous allons essayer de définir les oscillations mécaniques. C'est quoi oscillation mécanique? Oscillation mécanique, d'abord le mot oscillation vient du mot osciller. Osciller veut dire se balancer de part et d'autre d'une position d'équilibre. Donc le solide se déplace, fait un mouvement de va-et-vient. Vous avez un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. Et si l'oscillateur suit une loi sinusoïdale au cours du temps, on dit que c'est un oscillateur harmonique. Donc j'ai dit, un oscillateur harmonique, c'est un oscillateur qui suit une loi sinusoïdale au cours du temps. La loi sinusoïdale au cours du temps, vous avez fait en mathématiques les courbes des fonctions sinus et cosinus. Nous allons donner quelques exemples des oscillateurs mécaniques. Vous avez le pendule élastique. Alors, le pendule élastique est un oscillateur harmonique, donc mécanique. Il est constitué d'un ressort de raideur K à ispire non jointive, dont l'une des extrémités est fixée à un support, et à l'autre extrémité, on accroche un objet de masse M. Et cet objet peut se déplacer de la position maximale à la position minimale, donc un mouvement de va-et-vient. C'est un exemple de l'oscillateur mécanique. Vous avez aussi un autre exemple, le pendule simple. Le pendule simple est constitué d'un fil inextensible, un fil qui n'est pas élastique, inextensible, de longueur L, et d'un objet de masse M. Donc, on attache l'extrémité du fil à un support. À l'autre extrémité, on accroche un objet de masse M qui peut se balancer de part et d'autre. Vous avez encore le pendule pesant, qui est un exemple de l'oscillateur mécanique, exemple d'une balançoire. C'est le pendule pesant. Donc c'est un oscillateur mécanique. Vous avez aussi le pendule de torsion. Alors, nous allons étudier les oscillateurs mécaniques libres non amortis. Oscillateur mécanique libre non amorti. Ici, il n'y aura pas de force de frottement non amorti par rapport à l'absence de frottement. Il n'y a pas de force de frottement. Et dans les oscillations, dans l'étude des oscillations mécaniques non amorties, nous allons choisir l'oscillateur mécanique de translation, puisqu'il existe deux types des oscillateurs mécaniques. Il y a les oscillateurs mécaniques de translation, exemple de pendule, et l'oscillateur mécanique de rotation, le cas de fil, pendule de torsion, ou bien pendule pesant. Ce sont des oscillateurs de rotation. Nous nous intéresserons aujourd'hui à l'étude des oscillateurs mécaniques de translation. Et dans cette partie, nous avons deux types de ressorts. Le premier cas, nous allons disposer le ressort horizontalement. Et le ressort va faire des mouvements de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. Alors, qu'est-ce que nous allons connaître dans cette partie? J'ai fixé 4 points. Le premier point, vous serez capable de représenter la tension du ressort. Le point 2, vous serez capable de déterminer dans cette étude
l'équation différentielle du mouvement. Et le point 3, vous allez aussi déterminer l'équation horaire. Et enfin, le 4e point, vous serez à la fin de ce cours-là en mesure d'évaluer l'énergie mécanique de ce système-là. Donc quand nous allons finir, tout le monde sera capable d'atteindre ces 4 objectifs-là. Alors, allons-y. Vous avez le premier point, force de rappel ou tension du ressort. La force de rappel ou tension du ressort. J'ai illustré cette partie par le schéma que vous voyez. Le premier schéma, j'ai écrit à l'équilibre, c'est à l'équilibre. Le système est à l'équilibre. Vous avez le ressort qui n'est pas comprimé, il n'est pas non plus allongé. On juxtapose l'objet de masse M à l'extrémité libre du ressort. Donc le ressort n'a pas de tension ici. Donc vous avez le poids du solide qui est vertical, orienté vers le bas, et la réaction R qui est orientée vers le haut. Même direction que le poids, mais orienté vers le haut. Donc ici, il n'y a pas la tension. La deuxième figure, on déplace le solide de sa position d'équilibre là. Vous voyez, je tire le solide vers la droite. Alors là, le ressort cherche à reprendre sa position. Là, vous avez la tension T qui est exercée sur le solide par le ressort pour reprendre sa position initiale. Donc ici, on a 3 forces. Vous avez le poids et la réaction comme dans la première figure, et la tension qui s'ajoute. La tension qui est appelée force de rappel ou bien la tension du ressort. Si votre professeur appelle ça force de rappel, vous écrivez aussi comme ça. Puisque moi, j'emploie l'appellation tension. C'est la même chose. La tension du ressort ou bien la force de rappel. La troisième figure, on comprime le ressort. Vous avez le ressort qui est initialement au point O, l'origine du repère, et je comprime le ressort vers la gauche. Donc quand je comprime le ressort cherche à reprendre sa position initiale. Donc vous avez la tension T qui est de sens inverse. Voilà. La tension, c'est quoi? La tension T du ressort, nous avons dit que c'est une force qui tend à ramener le ressort vers sa position d'équilibre. Donc c'est une force qui tend à ramener le ressort vers sa position d'équilibre où il était, premier schéma. Alors, comme tout vecteur, c'est un vecteur force, il doit avoir ses caractéristiques. Vous avez la première caractéristique, sa direction. Sa direction est celle de l'axe du ressort. C'est-à-dire l'axe X', X. C'est ça la direction de la tension. Son sens, il est toujours opposé au mouvement du ressort. C'est-à-dire si je tire le ressort vers la droite, le ressort se déplace vers la droite, la tension s'oppose, dans le sens contraire au mouvement du ressort. Dans le cas de compression, quand on comprime le ressort, la tension va dans le sens inverse. Donc son sens s'oppose toujours au mouvement du ressort. Il reste maintenant à connaître sa valeur, ou bien sa norme. La norme K, T est égal à K fois X. K est appelé raideur du ressort, donc c'est la raideur du ressort. Son unité c'est Newton par mètre. X est appelé allongement. Avec X qui est égal à L moyen L0. L0, c'est la longueur initiale du ressort. Lorsque le ressort n'est pas allongé, il n'est pas aussi comprimé, sa longueur initiale, c'est-à-dire la longueur naturelle du ressort, est notée L0. Et L, c'est la longueur du ressort étiré. Donc quand vous faites la variation de ces deux longueurs, L moins L0, vous avez X, l'allongement X. Donc T est égal à K fois X. Alors, si on remplace X par L moins L0,
vous aurez K en facteur de valeur absolue de L moins L0. J'écris en valeur absolue pour prendre en compte les deux figures là. Parce que dans le cas de compression du ressort, quand on comprime le ressort, la longueur L0 est plus longue que la longueur L. Donc quand vous faites L moins L0, vous allez trouver un nombre négatif. Alors il s'agit là d'une norme. Donc pour éliminer, pour prendre en compte les deux types de qu'on a au tableau, on écrit en valeur absolue L moins L0. Maintenant, nous allons passer au point suivant. Le deuxième point, vous serez en mesure de déterminer l'équation différentielle. Alors l'équation différentielle, nous allons commencer d'abord par faire l'étude du système. Système à étudier, c'est l'objet de masse M, ou bien solide de masse M. C'est ça notre système. Le référentiel d'étude, nous allons choisir le référentiel terrestre, supposé, galiléen. Et nous allons faire le bilan des forces. Vous avez trois forces: le poids, la réaction et la tension. Donc, dans le bilan des forces, on a cité le poids, la réaction et la tension. Et nous allons appliquer la RFD, de la relation fondamentale de la dynamique. Ou bien, on l'appelle aussi la deuxième loi de Newton. Si votre professeur emploie deuxième loi de Newton, vous écrivez comme ça. C'est la même chose. Appliquons la deuxième loi de Newton, ou bien appliquons la relation fondamentale de la dynamique. Alors, que dit cette relation-là? La relation dit la somme vectorielle des forces appliquées au solide est égale au produit de sa masse par le vecteur accélération de son centre d'inertie. Donc, appliquons la RFD. RFD, dire la somme, en mathématiques, on écrit somme des forces extérieures est égale à M1A. Alors nous avons trois forces. Nous avons le poids P, plus il s'agit d'une somme, la réaction R, plus la tension T, qui est égale à M fois A. Après cette relation, vous allez écrire projection sur l'axe X'. Vous avez sur le schéma, j'ai choisi l'axe X', orienté vers la droite. Donc, les forces qui se trouvent sur l'axe X', nous sommes ici en mouvement, là où il y a la tension en mouvement. Donc, c'est la tension seule qui est sur l'axe X'. Le poids et la réaction sont verticales. Donc, la tension est de sens opposé au sens de X'. Alors, quand vous écrivez projection sur X', vous allez avoir moins T, X, qui est égal à M fois AX, avec TX, qui est égal à K fois X. TX est égal à K fois X. Et AX est égal à X 2 points. C'est la dérivée seconde de X, donc X 2 points. Alors, nous aurons moins K fois X est égal à M. On remplace AX par X 2 points. Donc, c'est M fois X 2 points. On déplace moins KX vers la droite. Vous allez trouver M fois X 2 points. Et si c'est moins, quand on ramène vers l'autre côté, ça devient plus. Donc, plus K fois X, qui est égal à 0. Et nous allons diviser chaque terme par MM. Ces termes-là, si on divise par M, on va simplifier le MM. Donc, ça va rester X 2 points. Ici aussi, on divise par M. Donc, plus K sur M X, qui est égal à 0. Et c'est ça l'équation différentielle que nous cherchons.
Donc, la dérivée seconde plus k sur mx est égal à 0 est appelée équation différentielle du mouvement. Avec k sur m, ce facteur-là est égal oméga 0 carré. Et donc, oméga 0 est égal à racine de k sur m. Alors, oméga 0 est appelé pulsation propre. Oméga 0 qui est égal à la racine de k sur m s'appelle pulsation propre. Et donc, nous allons remplacer oméga 0 par oméga 0 carré par k sur m. L'équation peut aussi être écrite de cette manière. Oméga 0 carré x est égal à 0. On remplace k sur m par oméga 0 carré. Vous pouvez vous arrêter ici, ou bien vous remplacez k sur m par oméga 0 carré, c'est la même chose. Le troisième point que nous allons chercher, c'est l'équation horaire. L'équation horaire du mouvement n'est rien d'autre que la solution de l'équation différentielle. Vous avez équation horaire du mouvement. Donc, l'équation horaire du mouvement est la solution de l'équation différentielle. Elle s'écrit de cette manière: x égale xm cosinus de oméga 0t plus pi. On peut écrire aussi avec sinus, xm sinus de oméga 0t plus pi. Mais moi, je considère ici cosinus xm cosinus de oméga 0t plus pi. Ça qui est appelé équation horaire. Donc c'est la solution. Cette équation vérifie l'équation différentielle. Vous dérivez deux fois x, vous remplacez dans l'équation différentielle, et aussi vous remplacez x par cette expression, vous allez trouver 0. Parce que oméga 0 carré est égal à k sur m. Avec oméga 0 qui est égal à la racine de k sur m s'exprime en radians par seconde. Donc oméga 0 est appelé pulsation propre et c'est en radians par seconde. Vous connaissez oméga 0, vous pouvez aussi calculer la période propre. La période propre T0 est égale, par définition, dpi sur oméga 0. Alors si vous remplacez oméga 0 par racine de k sur m, on va avoir la période qui est égale à dpi racine de m sur k. Vous voyez, j'ai inversé parce que racine de k sur m est au dénominateur. Donc, on inverse, ça devient m racine de m sur k. En haut, c'est racine de k sur m. Et c'est la période. La période, c'est quoi? C'est la durée d'une oscillation. Une oscillation, c'est le va et vient. Je tire le ressort, je le lâche sans vitesse initiale, il va et il revient à sa position initiale. Le temps mis pour aller revenir là qui est appelée période. Donc c'est la durée d'une oscillation et elle s'exprime en secondes. La période s'exprime en secondes. Nous avons la période, donc nous allons aussi déterminer la fréquence. La fréquence, c'est le nombre de fois des oscillations en une unité de temps. En une seconde, l'oscillateur a fait combien de mouvements? C'est ça qu'on appelle fréquence. Donc la fréquence propre F0, par définition, c'est égal à 1 sur T0. C'est l'inverse de la période. Donc nous allons inverser l'expression de la période. Donc ça va donner 1 sur dpi racine de k sur m. On inverse aussi racine de m sur k dans l'expression de la période, donc ça devient racine de k sur m. 1 sur dpi racine de k sur m. Et elle s'exprime en hertz. En hertz, symbole Hz. La fréquence s'exprime en hertz. Nous allons passer cette fois-ci à l'étude énergétique. L'étude énergétique, ici il s'agit d'évaluer l'énergie mécanique. Nous sommes dans un système conservatif, puisque nous négligeons les frottements. Les frottements sont négligés,
Donc le système est dit conservatif. Alors l'énergie mécanique se conserve. L'énergie mécanique initiale égale l'énergie mécanique à l'instant T, égale aussi à l'énergie mécanique finale. Donc elle est constante. Par définition, l'énergie mécanique est égale à la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Donc énergie cinétique plus énergie potentielle donne énergie mécanique. Donc par définition, énergie mécanique égale énergie cinétique plus énergie potentielle. Énergie cinétique, il s'agit d'un mouvement de translation. Et donc l'énergie cinétique, avec l'énergie cinétique d'un mouvement de translation qui est égal à demi de m v carré. M est la masse du solide et v sa vitesse. Donc demi de m v carré pour l'expression de l'énergie cinétique dans le cas de mouvement de translation. Énergie potentielle. Nous avons l'énergie potentielle. Il s'agit ici de l'énergie potentielle élastique, puisqu'on prend le plan comme l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur. Vous voyez que nous sommes sur l'axe horizontal, donc il n'y a pas la hauteur. Par définition, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est mg fois h. Or ici, il n'y a pas la hauteur. Donc on ne parlera pas dans ce cours de l'énergie potentielle de pesanteur. Nous avons l'énergie potentielle élastique. Donc, et énergie potentielle élastique, par définition, c'est demi de K fois X au carré. Donc, on fait la somme de ces deux formes d'énergie pour avoir l'énergie mécanique. Alors, énergie mécanique est égale à énergie cinétique demi de M V carré plus énergie potentielle élastique qui est égal à demi de K fois X carré. Donc nous avons l'énergie mécanique qui est égale à demi de M V carré plus demi de K X carré. Et l'énergie mécanique est constante. Elle est constante parce qu'il n'y a pas de force de frottement. Nous allons représenter la fonction sinusoïdale. Vous avez au tableau comment on représente la fonction sinusoïdale. J'ai choisi la fonction x qui est égale à x max cosinus de oméga 0t plus phi, que nous allons la représenter, avoir sa représentation graphique. X égale xm cosinus de oméga 0t plus phi. C'est un exemple que je donne. Je pose la valeur de phi égale à 0 arbitrairement pour représenter. Donc x va être égal à x max cosinus de oméga 0 t. Voilà. Vous avez par exemple cette fonction à donner la courbe. Si c'est dans un exercice, vous allez chercher la valeur de x max et phi par des conditions initiales d'excitation. Nous aurons un exercice à la prochaine séance pour montrer comment déterminer x max et phi. Pour le moment, on fixe phi égale à 0 pour représenter la courbe. Voilà. Vous avez cette fonction. Nous sommes là à t égale à 0. Donc si t est égal à 0, alors x va être égal à xm. Parce que vous aurez xm cosinus de 0. T est égal à 0, donc 0 fois oméga 0, c'est 0. Donc cosinus de 0, c'est 1. Donc x est égal à x max. Là, vous êtes ici. On est là, parce que t est égal à 0. Nous sommes là. Donc vous avez l'amplitude maximale, qui est x max, et l'amplitude minimale, c'est moins x max. C'est la même distance. Hein? Moins x max et x max. 0, c'est la position d'équilibre. Voilà, donc il faut faire l'axe horizontal, c'est l'axe du temps. Alors comment faire la graduation sur l'axe du temps? Vous allez calculer, je donne un exemple, pour K égale par exemple à 50 newtons par mètre. Si on prend la masse M, un exemple, égale
1,25 kg. Ça permet de calculer la période T0. Parce que la période T0, c'est 2π racine de M sur K. Donc, vous avez la masse et la raideur. Vous pouvez faire ce calcul-là. Donc, si on remplace M par sa valeur et K, vous allez trouver sensiblement 1 seconde. 0,90, on a dit 1 seconde. Voilà, un exemple. Vous avez la période. Vous prenez la période, vous divisez par 4. Je prends la période, divise par 4. Donc, je prends T0, 1 sur T0, ça fait 1 T0 sur 4. Donc, ça fait 1 divisé par 4. Donc, je divise la période par 4. Donc, je divise par 4. Je dois trouver 0,25. Donc, je viens ici. J'ai fait des graduations. Première graduation, c'est 0,25. Ça me donne 0,25. Ça, c'est 0,25. Plus 0,25. 0,50. Plus 0,25. 0,75. Plus 0,25. Ça fait 1. Donc, 1 seconde. Donc, on tombe sur la période. La période T, c'est 1 seconde. Donc, faites 4 graduations. 1, 2, 3, 4. Et c'est la période. Vous continuez encore. Plus 0,25. 0,75. 1,25. 1,50. 1,75. Et deuxième période. Donc, autrement dit, vous faites 4 gradations. Première, deuxième, troisième, quatrième, c'est la période. La deuxième période, faites la même chose. 1, 2, 3, 4, et c'est la deuxième période. Alors, pour tracer la courbe, je reviens, je pose à t égale à 0, je remplace t par 0, donc cosinus de 0 c'est 1, alors x est égal à x max. Donc, je suis ici, x est égal à x max. Je descends, je passe par la première graduation. Pour atteindre moins x max à la deuxième graduation, vous voyez, moins x max tombe sur la deuxième graduation. Je repasse par la troisième graduation pour atteindre la période ici à x max. Donc là, c'est une période. Une période, c'est le va et vient. La deuxième, vous allez commencer par là, vous tombez par première graduation pour atteindre moins x max à la deuxième. Vous repassez par troisième graduation pour atteindre la deuxième période ici. Donc c'est le va et vient. Vous voyez, les deux courbes se ressemblent. Donc c'est ça qu'on appelle courbe d'une fonction sinusoïdale. Là c'est le cas où phi est égal à 0. J'ai fixé phi égal à 0 arbitrairement pour vous montrer comment tracer la courbe. Mais vous aurez dans certains exercices la fonction x qui est égale à x max cosinus de oméga 0t plus phi, où phi va être différent de 0. Et là, vous allez faire un petit calcul pour avoir à t égale à 0, x va être égal à quoi? À t égale 0, x est égal, vous allez calculer. Et là, vous allez trouver une valeur qui sera inférieure à x max. Donc, vous allez commencer par là, la valeur que vous allez trouver là, à t égale à 0, vous serez quelque part là. Et la suite ne change pas. Vous passez par la première graduation pour atteindre moins x max à la deuxième et vous revenez pour atteindre x max au niveau de la période. Mais seulement, ce sera un peu décalé parce que phi est différent de 0. C'est ça là, la différence entre phi égale à 0 et phi différent de 0. Nous allons retenir dans tout ce qu'on a fait la représentation de la tension T du ressort, comment déterminer l'équation différentielle du mouvement, comment écrire son équation horaire, bien sûr en déterminant oméga 0 la pulsation propre, les constantes telles que x max et phi qui seront déterminées aussi par des conditions initiales, et enfin comment évaluer l'énergie mécanique. À la fin de ce cours, chers élèves, chacun de vous, si en fermant les yeux, s'il reprend seulement ces 4 points, il doit applaudir pour lui-même. Je vous remercie.